Justement Anaïs pour nous en parler. Salut Anaïs. Salut Benjamin, tu m'entends bien? Ouais, on t'entend bien, super. Donc, Super. Alors écoute, je parlais de toi oui. avec Alain hors antenne tout à l'heure. Il m'a dit, oh, il y a Anaïs après moi et tout, c'est super. Je dis, ouais, elle est super, Anaïs. Ouais, elle est super, Anaïs. Bon, donc Mais oui, Anaïs, c'est cool avec Alain, on se retrouve toujours comme ça dans des situations à distance. mais bon, c'était l'aparté entre nous, voilà. Alors, comment on fait aujourd'hui pour s'autoriser à être et avec cette gestion du temps particulière? C'est l'objet de ta chronique. On a hâte de t'entendre. Bah écoute, merci en tout cas beaucoup Benjamin, tu m'as motivé à pousser la réflexion. Alors, mon objectif c'est de vous partager mon point de vue et ma réflexion sur le rapport au temps. Je suis pas spécialiste du sujet, loin de moi l'idée de tenir un propos philosophique. Simplement, je vous ai préparé une sorte de chronique ponctuée d'extraits de livres qui m'inspirent. Tu as un petit peu anticipé le sujet en me présentant Benjamin. Et donc, c'est un exercice nouveau pour moi. Donc, je vais faire en sorte de vous tenir le plus possible en haleine, même si je sais que parfois je peux parler un peu vite. Et donc, je vais simplement vous raconter une histoire. Alors, nous sommes au printemps, ça n'a échappé à personne, début du printemps et à défaut pour certains de voir, par leurs fenêtres l'éclosion des premiers bourgeons, nous assistons tous à une floraison inhabituelle de par sa nature et son ampleur. Tu nous l'as dit Benjamin, je parle de la floraison de visioconférences, de tutos, de formations à distance, de vidéos plus ou moins drôles, plus ou moins pertinentes et de toutes sortes de lives, sur toutes sortes de plateformes digitales. Alors évidemment, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ne fait pas exception. Ah Et si. donc la majorité d'entre nous vit un changement de rythme radical, conséquence directe de l'impact de la crise sanitaire sur nos activités professionnelles et personnelles. Et donc on a eu ce coup de massue du début qui, pour la plupart d'entre nous, est derrière nous, puis les actions à mettre en place, plus ou moins dans l'urgence. Et puis ensuite, de longues plages blanches sont apparues dans nos agendas. Et c'est de ça que je veux vous parler. Alors il se trouve que, au début du confinement, j'étais déjà depuis 15 jours dans un moment de retrait, loin du tumulte quotidien, loin de la vie sociale, pour me consacrer pleinement à un temps de réflexion sur, mes aspirations profondes et sur la modélisation d'une activité professionnelle riche de sens pour moi. C'est alors que pour la première fois de ma vie, le monde ralentissait autour de moi. Étrange sentiment. Peu à peu, la brume de la culpabilité qui s'immisce parfois dans ces moments que je choisis de solitude et d'introspection était en train de se lever. Simultanément, j'ai été submergée, j'imagine tout comme vous, par une déferlante d'informations. Très vite, en une journée, sont atteints la dizaine d'appels téléphoniques, les 4 invitations Zoom et en 1 heure, 30 notifications WhatsApp. J'ai vécu ce que décrit Mona Chollet dans son ouvrage Chez soi, en parlant des réseaux sociaux. Une foule fait irruption dans votre salon ou votre chambre à coucher. Une foule cactante, claironnante, murmurante. Une foule persifleuse, pensive, révoltée, chahuteuse, euphorique, dubitative, furieuse, hilare. Cela revient un peu à donner une fête permanente et à voir votre chez vous envahi par une troupe où se mêlent les amis et les visages familiers. Je me suis sentie agressée au sein même des 4 murs qui sont censés me protéger. Trop de gens, trop de mots, trop d'écrans, trop de data consommée. Malgré moi, mon temps était en train de totalement m'échapper. Et là, je me suis questionnée. Je me suis questionnée sur la raison qui pousse toutes ces personnes autour de moi à remplir leur temps disponible de quantité d'appels et de visioconférences. Le vide dans nos agendas nous ferait-il donc si peur? D'où nous vient cette manie de combler le moindre créneau disponible, d'une activité, d'une conversation, d'une action? Je me suis aperçue un jour, il y a quelques années, que je répondais moi-même à cette injonction sociale qui veut qu'une personne qui réussit sa vie, finalement, soit constamment débordée.
On vous pose la question: «Comment vas-tu?» Répondez que vous êtes débordé, que vous n'avez pas le temps de tout faire. Votre interlocuteur sera probablement contenté et semblera satisfait. Inconsciemment, courir après le temps est rassurant. Pas le temps de se poser des questions. Plein d'anecdotes à raconter? Pas le temps de s'ennuyer. Je vous propose d'expérimenter pour voir la réponse suivante. En ce moment, je prends mon temps, je ralentis, je reste chez moi, je bouquine, je me repose, voire même, oser l'audacieux. En ce moment, je ne fais rien. Il est probable qu'un silence gêné précède un changement de sujet. Je crois que beaucoup d'entre nous se rassurent en étant surchargés et sont rassurés de savoir que les autres aussi le sont. Alors, en Occident, nous avons une vision linéaire du temps. Il est chronologique, découpé en séquences, dont l'horloge et le calendrier sont les représentations mentales que nous avons construites. Notre temps est donc quantifiable et sa linéarité permet d'anticiper. Finalement, son caractère mesurable, couplé à la projection possible dans le futur, engendre une volonté de le rentabiliser. C'est faire plus en moins de temps. D'ailleurs, cela me fait penser à l'expression que je trouve absolument terrible: le temps, c'est de l'argent. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, peut-être même que vous l'utilisez. Le temps devient donc une chaîne de production. Et s'il n'est pas productif, il est inutile, perdu, à jamais. Alors nous nous acharnons à en faire le plus possible en une journée. Et certains d'entre nous culpabilisons quand nous avons le sentiment de n'avoir rien fait. Je cite de nouveau Mona Chollet. Ce qui manque, pour pouvoir s'ancrer dans le monde, n'est pas seulement l'espace, mais aussi le temps. Pour se laisser dériver, entre ces quatre murs, il faut disposer d'une quantité généreuse de temps, cesser de compter les heures et les minutes. Or, nous subissons la rigueur d'une discipline horaire impitoyable. De surcroît, nous avons intégré l'idée que notre temps était une denrée inerte et uniforme qu'il s'agissait de remplir, de valoriser et de rentabiliser, ce qui nous maintient sur un qui-vive permanent, la culpabilité en embuscade. Moi aussi, je suis ébranlée par la vitesse du mouvement perpétuel qui semble inhérent à notre société humaine et qui pourtant est si violent à nos corps et à nos âmes. À cela s'ajoute la subtilité perverse entre le temps horaire et le temps psychologique. Vous savez, ce temps psychologique, la façon dont nous ressentons le temps qui passe, les minutes qui s'éternisent ou au contraire, les journées qui filent à toute vitesse. C'est-à-dire cette vision subjective et ce ressenti très variable en fonction des situations vécues. Cette appréhension du temps linéaire, artificielle et abstraite, nous déconnecte de notre corps et de notre environnement. La nature, elle, est fidèle à son rythme. Il suffit de se rendre en forêt, sur la rive d'un lac, d'arpenter un chemin pentu de montagne pour s'apercevoir que le rythme de la nature est tout autre. De l'aurore au crépuscule, de l'hiver à l'été, le rythme du vivant est cyclique. Le loup, laissé à la patte, s'isole dans un coin sécurisant. Il va dormir jour et nuit. Il dormira le temps nécessaire à sa guérison. Les jours passent, et même s'il a faim de tiraille, il ne bougera pas à l'apparition de cette biche toute proche. Il n'en fera rien, car il sait qu'il doit être complètement rétabli pour ne pas risquer sa vie dans une attaque aux chances de réussite minimes. Le loup sait que prendre son temps
est une question de survie. Malgré nos technologies de pointe plus perfectionnées jour après jour, il nous faut toujours 9 mois pour mettre au monde un nouvel être humain, à qui il faudra encore plusieurs années pour devenir autonome, acquérir la liberté de se mouvoir, le pouvoir de communiquer. Je crois que l'humanité s'ancre dans cette lenteur du temps. Cette lenteur qui féconde en nous une capacité de perception unique. Cette lenteur qui fait naître l'inspiration. Cette lenteur qui affûte notre écoute et notre observation. Écoute de soi, écoute de l'autre, ressentir, respirer. Prendre son temps est vital. Et je dois bien reconnaître que les journées où je fais le choix de ne rien mettre dans mon temps libre sont d'une qualité exceptionnelle. Ce temps est bien plus précieux à mon équilibre, à ma santé et à ma joie que celui qui est trop plein de tout. Mona Chollet de nouveau. Si la clé du bonheur, c'est d'être maître de son temps, alors ce monde compte peu d'heureux. Une longue période, ne parlons même pas d'une vie entière, qu'on est libre d'occuper à sa guise et au cours de laquelle, délivré de toute contrainte, on peut suivre son propre rythme. Ce luxe suprême, hormis les rentiers, bien peu de gens y ont accès, du moins pas avant la retraite. Dans nos existences, il représente un au-delà à peine imaginable. En 1794, Xavier de Maistre avait pu s'offrir son voyage autour de sa chambre parce que, officier de garnison en Italie, il avait été confiné chez lui durant 42 jours pour s'être battu en duel. Une sanction qui, à ses yeux, était loin d'en être une. Ils m'ont défendu de parcourir une ville, un point, mais ils m'ont laissé l'univers entier. L'immensité et l'éternité sont à mes ordres. Aujourd'hui, de telles circonstances sont néanmoins assez improbables. Fin de la citation. Cet extrait n'est-il pas étonnant? Publié par Mona Chollet en 2015. Je crois donc qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, l'univers nous invite à reconsidérer notre rapport au temps. Ce bien précieux qui n'est jamais rattrapable, quoi que nous en fassions. Si pour une fois, nous arrêtions de fuir le vide de nos agendas, si nous plongions dedans tête la première, nous pourrions sûrement y découvrir de nombreux trésors. Nous pourrions nous autoriser à être, tout simplement, plutôt que de faire constamment. Pour conclure, vous vous demandez sûrement comment faire, par quoi commencer. Alors évidemment, je peux vous inviter à vous asseoir et à respirer. Vous sentir vivant, tout simplement. Il y a pléthore de méditations disponibles en ligne en ce moment pour vous y aider. Allez-y. Mais je pense aussi à ceux qui angoissent à l'idée de ne rien faire. J'ai donc envie de vous proposer, pour initier un ralentissement choisi et bénéfique, 2 choses. La première, c'est de visionner le documentaire sur le travail du photographe animalier Vincent Munier. Il est disponible sur le site de Paju, P-A-J-U, gratuitement. Paju, c'est l'abréviation de Passe-moi mes jumelles. Et puis, j'ai aussi envie de vous recommander la lecture du livre La panthère des neiges de Sylvain Tesson. Ces 2 sources d'inspiration abordent les sujets de la patience, de l'attente, de l'être sans le faire
et sans le vouloir, à travers l'observation silencieuse de la nature et du vivant. Et comme dit Nelly Pons, dans son livre Choisir de ralentir, c'est en prenant son temps qu'on l'occupe de la manière la plus sereine, durable et pertinente qui soit, et que l'on se sent vivre vraiment. Le temps est cet espace dans lequel se déploie notre souffle, notre vie, la vie. Merci Anaïs. Merci. On a pris notre temps en ta compagnie. Euh, on a flirté avec la poésie, quelque part. Euh, pour finir, j'avais envie de te demander quand même une question un peu provocative. À quoi vas-tu occuper ton temps ces prochaines heures, ces prochains jours alors? Ah ah. Eh bien, écoute, déjà le préserver. Je crois que c'est ce que je fais en fait tous les jours. Je le préserve en osant dire non à quantité de propositions. Et j'ai d'ailleurs failli refuser la Flex TV pour cette raison. Et puis finalement, tu vois, tu as mis le doigt sur un sujet qui me motivait tellement que je me suis dit, allez, j'y vais. Mais je crois que c'est la priorité. Et puis ensuite, eh bien, écoute, je prends du temps pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Et parfois, mon esprit vaque. Et finalement, c'est là où les choses sont les plus fécondes, où j'ai le plus d'inspiration, le plus d'idées, où je retrouve des motivations, des envies. Et puis, bien sûr, je bouquine parce que j'adore ça. Et je passe aussi beaucoup de temps à observer la nature. J'ai la chance, là où je suis, d'avoir un petit balcon avec la vue sur la montagne et les arbres. Et j'observe les allers et retours des pies qui ont fait leur nid dans le sapin juste à côté. Et certainement beaucoup de sources d'inspiration, effectivement. Alors, je, je me lance parce qu'on se connaît, mais sinon j'aurais peut-être pas osé. Il est probable, et vous qui nous regardez, il est probable que vous pensiez peut-être pareil, et ça ne veut rien dire ou quoi que ce soit. On se dit, mais c'est qui cette nana? Est-ce qu'elle a un vrai métier dans sa vie? Est-ce qu'elle a fait des vrais trucs dans sa vie? Parce que là, quand même, tu es en train de me dire que je vais regarder des hirondelles faire leur nid. Enfin, moi, je veux bien ralentir, mais bon. Et- Et merci Benjamin, parce que peut-être que tu me sauves effectivement de cette pensée que tous nos auditeurs ont. En fait, je passe mon temps à ne rien faire. Et bah, tu vois, c'est intéressant parce que en relisant le livre de Mona Chollet, euh, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est alors moi j'ai la chance d'être entrepreneur. J'ai fait le choix d'être entrepreneur il y a presque 10 ans. Donc ça me donne effectivement une grande liberté d'organisation de mon temps. Même si, comme tout le monde, il y a des contraintes, hein, bien sûr. Mais donc c'est vrai que c'est quand même un premier élément. Et puis j'ai été très longtemps dans le tout très vite et complètement débordée à travailler nuit et jour. Et puis j'ai fait 2 fois ce qu'on pourrait vulgairement appeler des burn-out. Et je me suis aperçue que finalement, eh bien, en prenant mon temps et en structurant mon temps différemment, c'est-à-dire en me concentrant vraiment sur ce que je suis en train de faire pleinement, et bien, du coup, je réduis le temps, attaché à cette tâche et à côté, je libère du temps pour autre chose et notamment pour ne rien faire. Et en fait, il y a un équilibre qui se crée et je me rends compte que c'est ce temps de vide qui nourrit les temps où je suis dans l'action. Donc en fait, aujourd'hui, j'en ai clairement besoin, c'est vital et j'encourage tout le monde à expérimenter parce que je crois que c'est en le vivant qu'on peut se rendre compte. Nickel. Merci Anaïs de tes partages en tout cas. Tu reviens quand tu veux sur l'antenne. C'était sa première Merci fois en Benjamin. live, sa première fois en vidéo. Donc bon, merci d'avoir fait cet effort pour nous. Et effectivement, on est tous humains et on l'a constaté. Il nous faut souvent nous prendre le mur, mais de pleine face pour qu'on en change.
Et là, on est en train d'essayer de se dire sur Flex TV, tirons leçon des autres qui ont déjà vécu des trucs un peu difficiles, qui ont déjà perdu des êtres chers, ou qui ont vécu en eux-mêmes des burn-out, des je sais pas quoi, pour se dire, bah là, cette crise-là, elles peuvent nous réinventer. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins productif, efficace, etc. C'est juste que quelque part, il y a une notion écologique là-dedans. Nous, que faisons-nous avec nous-mêmes? Et ça, au moins, on a le choix de le faire.